J'ai accouché à 65 ans, mais mes enfants étaient jaloux de leur nouveau frère. Alors, en secret, je lui ai laissé tout mon héritage. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très précieuse. Ce dimanche matin, seul à ma table de petit déjeuner à Avignon, je tenais ma tasse de thé de mes mains tremblantes en fixant le papier du laboratoire. À 65 ans, moi, Jeanne Duval, venais de recevoir la nouvelle qui allait changer ma vie pour toujours. J'étais enceinte. Le rêve que j'avais gardé secret pendant tant d'années se réalisait enfin. Mais mon cœur battait la chamade de peur. Comment mes enfants allaient-ils réagir? Bernard, mon mari, était parti il y a 3 ans, laissant un silence assourdissant dans cette maison où nous avions élevé nos 3 enfants. Antoine, mon aîné de 42 ans, Clotilde de 39 et Denis de 37 avaient déjà leur propre vie. Ils m'avaient laissé ici, seul avec mes souvenirs et le tic-tac de la vieille horloge du salon. J'ai caressé mon ventre encore plat, me rappelant ce jour, il y a 30 ans, où j'avais pris la décision de faire congeler mes ovules. C'était une procédure nouvelle à l'époque, expérimentale, mais quelque chose en moi me disait que c'était la bonne chose à faire. Bernard m'avait soutenu, comme il le faisait toujours. « Jeanne, disait-il avec ce doux sourire, tu sais toujours ce qui est le mieux. » S'il était là maintenant. Le téléphone sonna, me tirant de mes souvenirs. C'était Clotilde, annonçant qu'ils viendraient tous déjeuner. J'ai senti mon estomac se nouer. Je devais leur dire aujourd'hui, il n'y avait plus moyen de repousser. Je suis allée à la cuisine préparer cette lasagne qu'ils aimaient tant, la recette de Mamie Louise qui avait toujours réuni notre famille autour de la table. Pendant que je coupais les oignons, les larmes ne venaient pas seulement de l'assaisonnement. Je me suis souvenu des mots de la docteure. « Madame Duval, la grossesse est viable, mais elle sera considérée à risque en raison de votre âge. » J'ai passé la main sur mon visage, essayant d'éloigner la peur. J'avais utilisé toutes mes économies pour cette procédure, des économies d'une vie entière comme comptable, gardées à la banque avec tant de soin. L'odeur de la sauce emplissait déjà la maison quand j'ai entendu les premières voix dans le jardin. J'ai ajusté ma robe fleurie, cadeau du dernier Noël, et j'ai respiré profondément. C'était l'heure. Maman, quelle bonne odeur! Denis est entré le premier, me donnant son étreinte rapide habituelle. Clotilde suivit de près, commentant déjà la nouvelle nappe. Antoine, mon aîné, s'est contenté d'un signe de tête, depuis la porte, occupé avec son téléphone. J'ai servi le déjeuner en silence, observant mes enfants parler de leur vie. Clotilde parlait de son nouvel emploi, Denis de la rénovation de sa maison, Antoine de ses investissements. Personne n'a demandé comment j'allais. « Mes enfants », ai-je commencé, quand ils eurent fini de manger. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les cacher sous la table. « J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. »« Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es malade ?» demanda Clotilde, mais son ton ne portait pas de véritable inquiétude. « Non, ma fille. J'ai respiré profondément. Je suis enceinte. » Le silence qui a suivi a été si pesant que je pouvais entendre l'horloge du salon battre chaque seconde. Antoine fut le premier à réagir, lâchant un rire sec. « Maman, c'est une sorte de blague ?»« Non, mon fils. J'ai utilisé mes ovules congelés, ceux d'il y a 30 ans. » « Vous avez perdu la tête ?» Clotilde se leva brusquement. « Comment pouvez-vous faire une chose pareille à votre âge ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Denis restait silencieux, mais son regard désapprobateur disait tout. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. « Vous ne comprenez pas, » ai-je essayé d'expliquer. « Depuis que votre père est parti, ne mêlez pas papa à ça, » coupa Antoine, sa voix froide. « Vous avez conscience de ce que vous faites, du risque, de la honte que nous allons avoir? Honte. » Le mot résonna dans mon esprit comme une cloche. Mes propres enfants avaient honte de moi. « Et l'argent ?» continua Clotilde, ses yeux étroits. « Vous avez utilisé vos économies là-dedans? Celle qui devait servir à... » Elle n'a pas terminé, mais j'ai compris. Celle qui devait servir à eux. « Partez, » murmurai-je, ma voix tremblante. « S'il vous plaît, sortez de chez moi. » Ils sont partis sans rien dire de plus, laissant les assiettes sales sur la
table et un silence encore plus lourd qu'auparavant. Monique, ma voisine de 70 ans, a dû sentir que quelque chose n'allait pas, car elle a rapidement frappé à ma porte. « Jeanne, ça va ? J'ai vu tes enfants partir si vite. » J'ai fondu en larmes dans ses bras, lui racontant tout. À ma grande surprise, elle sourit. « Quelle bénédiction, Jeanne ! Une nouvelle vie est toujours une bénédiction. » Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai passé des heures à regarder de vieilles photos. Moi, jeune, avec 3 petits-enfants dans les bras. Combien d'amour je leur avais donné. Combien d'amour j'avais encore à donner. J'ai caressé mon ventre à nouveau, murmurant à mon bébé encore si petit. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Maman va te protéger. Toujours. » Je savais à peine que ce n'était que le début d'une bataille qui testerait non seulement mon amour de mère, mais ma propre force en tant que femme. Les semaines qui ont suivi ont été les plus solitaires. De ma vie, le téléphone, qui sonnait presque tous les jours avec des appels de mes enfants demandant des faveurs ou de l'argent emprunté, restait maintenant silencieux. Chaque sonnette me faisait bondir d'espoir. Mais c'était toujours juste Monique, ma fidèle voisine, apportant un morceau de gâteau ou venant simplement me tenir compagnie. Un après-midi particulièrement difficile, j'étais en train d'arranger l'ancienne chambre de Clotilde pour la transformer en chambre de bébé quand j'ai trouvé une boîte de vieux dessins. « Pour la meilleure maman du monde », disait l'un d'eux, fait par Denis quand il n'avait que 6 ans. Je me suis assise par terre, les larmes coulant tandis que je passais les doigts sur le papier jauni. Où était cet amour maintenant ? Les consultations prénatales étaient toujours un moment doux amer. La docteure souriait en voyant que tout allait bien avec le bébé, mais je percevais les regards de jugement des autres personnes dans la salle d'attente. « C'est la grand-mère », ai-je entendu une femme murmurer à une autre. J'ai baissé la tête, sentant mon visage brûler. Non, je voulais crier « Je suis la mère », mais les mots restaient coincés dans ma gorge. C'est au 4e mois de grossesse que j'ai reçu la première visite d'Antoine. Mon cœur s'est rempli d'espoir quand je l'ai vu debout à la porte, mais j'ai vite réalisé que son visage était fermé. « Maman », a-t-il commencé sans m'embrasser, je suis venue parler de quelque chose de sérieux. Je lui ai servi un café, mes mains tremblant tellement que j'ai failli renverser la tasse. Nous nous sommes assis dans le salon, ce même salon où il avait fait ses premiers pas. « Vous devez penser à l'avenir », a-t-il dit, sa voix froide, comme jamais. Nous avons déjà consulté un avocat. Nous pensons qu'il est préférable que vous nous transfériez la maison maintenant, avant qu'il ne soit... avant qu'il ne soit trop tard. Le café dans ma bouche est devenu amer. Comment ça, mon fils ? C'est pour votre bien, maman, et pour le bien de cet enfant que vous vous obstinez à avoir. Vous ne pouvez pas élever un bébé, seul à votre âge. Nous allons tout prendre en charge. Tout prendre en charge. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il voulait ma maison, le seul bien que j'avais en dehors des économies que j'avais utilisées pour la FIV. Non, ai-je répondu, nous surprenant tous deux par la fermeté de ma voix. Cette maison est à moi, mon fils. C'est ici que je vous ai élevé, avec tant d'amour. Amour ? Il a ri sans humour. Et cet amour ne devrait pas vous faire penser à nous d'abord, à nos enfants, vos petits-enfants, au lieu d'avoir cette folie d'avoir un autre enfant maintenant ? Je me suis levée lentement, une main posée sur mon ventre qui commençait déjà à se voir. « Sortez de chez moi, Antoine, sortez, maintenant !» Il est sorti en claquant la porte, et je me suis effondrée sur le canapé, sanglotant. Le bébé a bougé pour la première fois à ce moment-là, comme pour me consoler. La semaine suivante, c'est Clotilde qui est apparue. Elle apportait un gâteau acheté et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman », a-t-elle commencé, avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose, « nous avons réfléchi. Pourquoi ne vendriez-vous pas cette maison ? Elle est trop grande pour vous, surtout avec un bébé. Vous pourriez vivre avec chacun. De nous un moment, à tour de rôle ? À tour de rôle, comme un colis indésirable que personne ne veut garder trop longtemps. J'ai senti mon cœur se serrer encore plus. Non, ma fille, c'est ma maison, mon foyer. Son sourire a disparu aussitôt. Vous êtes égoïste,
Non contente de cette grossesse ridicule, vous voulez encore nous priver de notre héritage? Héritage. Est-ce tout ce que je signifiais pour eux maintenant? Un héritage à partager? Les nuits sont devenues plus longues. Allongée dans le lit que j'avais partagé avec Bernard pendant tant d'années, je parlais à mon bébé, lui racontant des histoires du passé. Ton père serait différent, murmurai-je, caressant mon ventre. Il comprendrait cet amour. Monique est devenue ma famille ces jours-là. C'est elle qui m'a accompagnée quand j'ai découvert que ce serait un garçon. C'est elle qui a tenu ma main quand, au 6e mois, j'ai reçu une lettre d'un avocat engagé par mes enfants, suggérant une évaluation psychologique. Ils pensent que je suis folle, Monique, ai-je pleuré sur son épaule. Mes propres enfants. Tu n'es pas folle, Jeanne, a-t-elle répondu, ferme. Tu es plus lucide que tous ensemble. Tu choisis juste d'être heureuse, et cela dérange ceux qui ne pensent qu'à l'argent. Mais le pire était encore à venir. Un dimanche matin, Denis est arrivé sans prévenir. Mon plus jeune fils, toujours le plus silencieux, celui que je pensais peut-être comprendre. « Maman, a-t-il dit sans détour, nous avons trouvé un endroit. Une très bonne clinique pour les personnes de votre âge. Il s'occupe de tout, et quand le bébé naîtra, nous pourrons... » Je ne l'ai pas laissé finir. « Pourrez quoi, Denis? Me prendre mon fils, m'enfermer dans un hospice? C'est pour votre bien, maman. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas en état? » Cette nuit-là, après son départ, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé Maître Dubois, mon avocat de confiance depuis 30 ans, et j'ai commencé à planifier comment protéger mon bébé encore à naître de la cupidité de ses propres frères et sœurs. Assise dans le fauteuil à bascule de la chambre que j'étais en train de préparer, regardant le berceau que j'avais acheté en cachette, j'ai pris une décision. Mes aînés avaient montré qui ils étaient vraiment. Et moi, qui avais toujours été connue pour ma gentillesse et ma douceur, je devais être forte maintenant. Forte pour ce petit être qui grandissait en moi, que j'aimais déjà plus que tout. « Ça va aller, mon petit ange », ai-je murmuré à mon ventre, les larmes coulant silencieusement. « Maman va se battre pour toi, même si c'est contre le monde entier. » Le 7e mois de grossesse est arrivé avec une vague de chaleur sur Avignon. Pendant que j'arrangeais les dernières petites affaires dans l'armoire du bébé, des cadeaux que Monique insistait pour apporter, j'ai entendu des voix fortes dans le jardin. Mon cœur s'est glacé en reconnaissant Clotilde et Antoine se disputant avec quelqu'un. « Vous n'avez rien à voir là-dedans. » La voix de Clotilde coupait l'air comme un rasoir. « C'est notre mère, notre problème. » Problème. J'ai reconnu la voix indignée de Monique. Jeanne n'est pas un problème, c'est un être humain, une femme qui a consacré sa vie entière à vous. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule, les jambes tremblant. À travers la fenêtre de la chambre, j'ai vu Antoine pointer du doigt ma voisine. « Vous lui mettez des idées dans la tête, c'est à cause de vous qu'elle a commencé à nous défier. » Défier. Le mot résonna dans mon esprit, c'est ainsi qu'ils voyaient ma tentative d'être heureuse, comme un défi à leur autorité. Cette même après-midi, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était la secrétaire de la banque où je gardais mes économies. « Madame Duval, nous avons détecté une tentative d'accès suspecte à votre compte. Quelqu'un a essayé de faire un virement en utilisant votre ancienne procuration. » Mon monde s'est effondré. Une seule personne avait une procuration de moi. Antoine. Je la lui avais donnée il y a des années, quand j'avais eu une grave pneumonie et que j'avais été hospitalisée. Je lui avais fait confiance pour s'occuper des comptes de la maison. Et maintenant, vous voulez déposer plainte ? Demanda l'employé. Non, ai-je répondu, la voix nouée. Juste annuler toutes les anciennes procurations, s'il vous plaît. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les murs de la maison semblaient murmurer tous les heureux souvenirs que nous avions vécus ici. Dans la chambre d'à côté, qui serait celle de mon bébé, il y avait encore des marques sur le mur de la taille de Clotilde grandissant. Dans le couloir, la marque de la fois où Denis avait couru avec sa petite voiture et avait frappé la porte. Chaque coin gardait une histoire d'amour qui semblait maintenant empoisonnée par la cupidité. Le lendemain matin, Maître Dubois, mon avocat, est venu me rendre visite. Ses yeux bienveillants derrière ses lunettes me rappelaient tellement
Bernard que j'ai failli m'effondrer. Jeanne, a-t-il dit doucement, nous devons agir vite. Vos enfants préparent une procédure de mise sous tutelle. Mise sous tutelle? Le mot sonna étranger dans ma bouche. Oui. Ils veulent prouver que vous n'êtes pas en état mental de gérer votre propre vie et vos biens. Et avec cette grossesse, ils utilisent cela contre vous. J'ai passé la main sur mon ventre, sentant mon petit bouger. Ils veulent me déclarer folle, Maître Dubois, mes propres enfants? Il a pris ma main avec tendresse. Nous n'allons pas laisser cela arriver, mais j'ai besoin que vous soyez forte, très forte. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu un cauchemar éveillé. Monique a commencé à dormir chez moi, craignant que mes enfants n'essaient quelque chose pendant la nuit. Les appels ont commencé. D'abord Clotilde, avec sa voix mielleuse, essayant de me convaincre de coopérer. Ensuite Denis, plus direct, disant que c'était pour mon bien. Enfin Antoine, avec des menaces voilées sur la façon dont tout le monde en ville saurait de ma honte. Un après-midi particulièrement difficile, j'étais en train d'arroser les plantes du jardin quand j'ai vu une voiture inconnue s'arrêter devant la maison. Une femme en tailleur en est descendue, portant une mallette. « Madame Duval, je suis de l'aide sociale. Nous avons reçu une dénonciation. » Dénonciation. Mes enfants en étaient arrivés là. « Ma maison est ouverte, » ai-je répondu, la voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Vous pouvez entrer et voir comment je vis, comment je m'occupe de tout, comment je me prépare pour mon bébé. » L'assistante sociale a passé 2 heures avec moi. Elle a vu les papiers de la banque, les examens médicaux, la chambre préparée avec tant d'amour. Avant de partir, elle m'a surprise par un sourire doux. « Madame Duval, excusez-moi de vous avoir dérangé. Il est clair que la dénonciation est sans fondement. Cette petite victoire m'a donné la force pour ce qui allait suivre. Avec l'aide de Maître Dubois, j'ai commencé à tout documenter. Les menaces, les tentatives de manipulation, les visites hostiles. Je gardais chaque message texte, chaque courriel, chaque mot laissé sur la porte. Le moment le plus douloureux est venu quand j'ai trouvé, par hasard, un groupe de messages sur le téléphone portable de Clotilde, qu'elle avait oublié ouvert lors d'une visite tendue. Ma fille planifiait avec ses frères comment me convaincre de faire une interruption de grossesse, invoquant des risques pour ma santé. Ils prévoyaient même de m'emmener de force dans une clinique, si nécessaire. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Le bébé bougeait sans arrêt, comme s'il sentait mon angoisse. Monique m'a serré dans ses bras tandis que je sanglotais. « Je n'en peux plus, Monique. Comment peuvent-ils? Comment? Peuvent-ils vouloir faire du mal à leurs propres frères avant même qu'ils ne naissent? »« Ce n'est pas aux frères qu'ils veulent faire du mal, Jeanne, » a-t-elle répondu, sage. « C'est à l'amour que tu as encore à donner. C'est à la vie que tu as choisi de vivre, même quand ils voulaient que tu aies déjà abandonné. » Ces mots ont changé quelque chose en moi. Le lendemain matin, j'ai demandé à Maître Dubois de venir d'urgence. Il était temps de contre-attaquer. « Je veux changer mon testament, » ai-je annoncé, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Et je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour protéger mon bébé. Tous. »« Vous êtes sûr ?» a-t-il demandé, me regardant par-dessus ses lunettes. « Je le suis. Ils ont choisi de montrer qui ils sont vraiment. Maintenant, c'est mon tour de montrer que je ne suis pas la petite vieille fragile qu'ils pensent. » Pendant que Maître Dubois notait mes instructions, j'ai senti une étrange paix m'envelopper. Dans le miroir du salon, j'ai vu une femme différente. Plus la mère soumise qui acceptait tout pour ne pas créer de conflit. J'ai vu une guerrière, une lionne protégeant sa portée. « Ton nom sera Bénédicte », ai-je murmuré à mon ventre cette nuit-là. Cela signifie « béni ». Et tu l'es, mon amour. Tu es la plus grande bénédiction que cette mère pouvait recevoir. Et personne, personne au monde ne t'enlèvera à moi. Le jour où Bénédicte est née a été le plus heureux et le plus triste de ma vie. Heureux parce que, après une grossesse à risque et un accouchement délicat, j'ai pu enfin serrer dans mes bras ce petit ange de 3,2 kilos, avec les yeux sombres exactement comme ceux de son père. Triste parce que, dans la salle d'attente de l'hôpital, aucun de mes autres enfants n'était présent. Monique m'a tenu la main pendant tout l'accouchement,
essuyant mes larmes, me donnant de la force quand j'ai cru que je n'y arriverais plus. Quand les pleurs de Bénédicte ont résonné dans la salle, j'ai vu les infirmières s'émouvoir. « Madame Duval, » a dit l'une d'elles, « quel beau et fort petit garçon. » Mais la joie du moment a été interrompue lorsque, encore en convalescence, j'ai reçu la visite inattendue de Clotilde. Elle est entrée dans la chambre sans frapper, le visage tordu dans un masque de fausse inquiétude. « Je suis venue voir comment vous alliez, » a-t-elle dit, mais ses yeux ne se dirigeaient pas vers moi, mais plutôt vers le bébé qui dormait dans le berceau à côté. « Vous avez pensé à comment vous allez faire maintenant? Vous pouvez à peine vous lever du lit. » J'ai serré, le drap entre mes doigts, sentant mon cœur se serrer. « Je vais m'occuper de mon fils, Clotilde, comme je me suis occupée de toi, de tes frères. » Elle a lâché un rire sec. « Maman, vous aviez 25 ans quand vous m'avez eue. Maintenant, vous en avez 65. Soyez réaliste. » Avant que je puisse répondre, une infirmière est entrée, apportant Bénédicte à téter. Clotilde s'est écartée comme si elle avait vu quelque chose de contagieux. « C'est absurde, » a-t-elle murmuré, sortant de la chambre. Les premiers jours à la maison ont été un mélange de joie et d'appréhension. Monique s'est pratiquement installée chez moi, m'aidant avec le bébé. Bénédicte était un ange. Il ne pleurait presque jamais, et quand il souriait... Ah, quand il souriait, il éclairait toute la pièce. Mais la paix a duré peu. Un matin, pendant que j'allaitais Bénédicte, sur la véranda, j'ai vu 3 voitures se garer devant la maison. De l'une d'elles est descendu Antoine, accompagné d'un homme en tailleur. Des autres sont sortis Clotilde, Denis et 2 femmes que je ne connaissais pas. « Maman, » a dit Antoine, sa voix froide comme la glace. « Ce sont du Conseil général et de l'aide sociale. Nous sommes venus faire une évaluation. » J'ai senti mon sang se glacer dans les veines. J'ai serré Bénédicte contre ma poitrine pendant qu'il continuait à téter, indifférent à tout. Madame Duval, l'une des femmes, s'est approchée. Nous avons reçu une dénonciation concernant d'éventuelles conditions inadéquates. Inadéquates ? La voix de Monique a tonné depuis la porte de la cuisine. Entrez et voyez par vous-même ce qui est inadéquat. Ce qui a suivi a été une inspection minutieuse de la maison. Ils ont ouvert les placards, vérifié le garde-manger toujours plein, la chambre impeccable de Bénédicte, les documents médicaux organisés, les ordonnances, tout. « Madame, » a dit finalement l'assistante sociale, s'adressant à mes enfants, « je ne vois aucune irrégularité ici. Au contraire, nous avons trouvé une maison bien entretenue et un bébé en bonne santé. » J'ai vu le visage de Clotilde se tordre de colère. « Mais elle a 65 ans? Elle ne peut pas s'occuper d'un enfant? » L'âge n'est pas un obstacle quand il y a de l'amour et des conditions adéquates, a répondu la professionnelle, me lançant un regard bienveillant. Après le départ de tous, je me suis effondré sur le canapé, tremblant. Bénédicte, sentant mon angoisse, a commencé à pleurer pour la première fois ce jour-là. « Calme-toi, mon amour, » ai-je murmuré en le berçant. « Maman est là, elle sera toujours là. » Les semaines se sont transformées en mois. Bénédicte grandissait fort et en bonne santé, remplissant la maison de rires et de gazouillis. Mais mes autres enfants ne renonçaient pas. Les tentatives de me déstabiliser continuaient, de plus en plus cruelles. Un après-midi, j'ai reçu un appel anonyme. « Ce serait dommage si le Conseil général découvrait que vous prenez des somnifères. » J'ai reconnu la voix de Denis, même déguisé. En une autre occasion, Clotilde est apparue avec un jeune homme qui se disait intéressé par l'achat de la maison. « Il offre un excellent prix, maman. Pensez à l'avenir de Bénédicte. » Mais le coup le plus dur est venu quand Bénédicte a eu 6 mois. C'était un dimanche ensoleillé, et Monique avait organisé un petit déjeuner pour célébrer. Mes 3 enfants aînés sont apparus sans être invités, apportant une enveloppe marron. « Maman, » a commencé Antoine, sa voix faussement douce, « nous devons parler de l'avenir de Bénédicte. » Il a ouvert l'enveloppe et a sorti un paquet de papier. C'était un document d'adoption, déjà rempli avec le nom de Clotilde comme mère adoptive. « C'est ce qu'il y a de mieux pour tous, » a-t-elle dit, évitant mon regard. « Vous le gardez jusqu'à ce qu'il ait 1 an, puis... » Je n'ai pas pu entendre le reste. Un bourdonnement a envahi mes oreilles, tandis que le monde semblait tourner.
Je me suis levée lentement, suis allée dans la chambre où Bénédicte dormait sa sieste de l'après-midi et l'ai pris dans mes bras. « Regardez-le bien, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Regardez dans les yeux de votre frère, du fils que vous vouliez arracher des bras de sa propre mère. »« Maman, soyez raisonnable, » a commencé Denis. « Raisonnable ?» Ma voix a monté d'un ton. « Raisonnable est d'essayer de voler mon bébé ? Raisonnable est de menacer une mère ? Raisonnable est d'oublier tout l'amour que je vous ai donné ?» Bénédicte s'est réveillé avec le bruit, mais au lieu de pleurer, il a ouvert un sourire édenté. Ce sourire innocent, au milieu de tant de méchanceté, a été comme un coup de poing dans l'estomac de mes aînés. « Sortez de chez moi, ai-je dit, surprenant tout le monde par la fermeté de ma voix. Et ne revenez plus, jamais. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé pendant des mois. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Dubois. « Il est temps, » ai-je dit simplement. De l'autre côté de la ligne, mon vieil avocat a soupiré. « Vous êtes sûre, Jeanne ? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que nous aurons commencé. »« Je le suis, Maître Dubois. Ils ont choisi ce chemin. Maintenant, ils vont découvrir que leur mère n'est pas aussi fragile qu'ils le pensent. » Allongé dans le lit cette nuit-là, avec Bénédicte dormant tranquillement dans son petit berceau à côté, j'ai regardé le portrait de Bernard sur le mur. « Pardonne-moi, mon amour, » ai-je murmuré. « Je sais que tu rêvais de notre famille unie pour toujours. Mais parfois, il faut abattre un pont pour en construire un autre plus solide. » Le premier anniversaire de Bénédicte s'est levé avec un soleil timide sur Avignon. J'ai habillé mon petit avec la tenue que Monique avait brodée spécialement pour l'occasion, une petite grenouillère bleue avec son nom délicatement cousu sur la poche. Pendant que je peignais ses cheveux sombres, si semblables à ceux de Bernard, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Aujourd'hui serait le jour. Au cours des 6 derniers mois, suivant les instructions de Maître Dubois, j'avais exécuté un plan méticuleux. Comme une araignée patiente tissant sa toile, j'ai construit chaque détail avec soin et précision. Personne, pas même Monique, ne savait tout. D'abord, il y a eu les petits changements. J'ai commencé à paraître plus fatiguée lors des visites surprises du Conseil général que mes enfants insistaient pour envoyer. J'ai laissé exprès quelques médicaments pour la tension plus visible sur la table de la cuisine. J'ai même répété quelques petits oublis lors des conversations. Vous voyez ? J'ai entendu Clotilde commenter avec l'assistante sociale lors d'une de ses visites. Elle perd la mémoire. Il savait à peine que chaque geste, chaque mot cruel, chaque tentative de me déstabiliser était documenté. Des caméras discrètes installées par Maître Dubois enregistraient tout. Des enregistreurs cachés captaient chaque menace voilée, chaque plan murmuré quand ils pensaient que je n'entendais pas. La semaine précédente, j'avais commencé la phase finale du plan. J'ai laissé filtrer par une infirmière du centre de santé, soigneusement choisie et instruite par Maître Dubois, que ma tension était très élevée, que je n'avais peut-être pas beaucoup de temps. La nouvelle, comme prévu, a couru. Vite. En moins de 2 jours, j'ai reçu la visite d'Antoine, sa fausse inquiétude masquant mal l'éclat cupide dans ses yeux. « Maman, » a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi sur le canapé, « nous avons appris que vous n'alliez pas bien. Nous devons penser à l'avenir de Bénédicte. » J'ai joué mon rôle parfaitement. J'ai laissé ma main trembler un peu plus en servant le café, j'ai légèrement bégayé en parlant, j'ai démontré une fragilité qui n'avait jamais existé. Et ainsi est arrivé le jour de l'anniversaire de Bénédicte. Un petit gâteau sur la table de la cuisine, quelques ballons colorés dans le jardin, et la présence constante et aimante de Monique étaient toute la célébration que j'avais planifiée. À 3 heures précises de l'après-midi, comme je savais que cela arriverait, j'ai entendu les voitures se garer. Antoine, Clotilde et Denis sont descendus, accompagnés d'un homme que j'ai reconnu comme leur nouvel avocat. Quelle surprise, ai-je dit, ma voix volontairement faible. Je ne m'attendais pas à vous. Nous sommes venus fêter avec Bénédicte, maman, a souri Clotilde, ce sourire faux que je connaissais si bien. Je les ai laissés entrer, s'installer. Bénédicte, dans les bras de Monique, regardait curieusement les frères et sœurs qu'il connaissait à peine. « Avant le gâteau, » a commencé Antoine, sortant une mallette de son veston, « nous devons régler une question importante. »« Quelle question, mon fils »
ai-je demandé, feignant la confusion. C'est pour le bien de tous, maman, est intervenu Denis. Surtout de Bénédicte. Leur avocat a ouvert la mallette, révélant un ensemble de documents. Madame Duval, compte tenu de votre état de santé délicat, vos enfants ont préparé des papiers. C'est un transfert. À préventif de garde et... Préventif ? J'ai interrompu, ma voix changeant complètement de ton. Intéressant ce mot. Tout le monde dans la pièce s'est figé avec le changement dans ma posture. Je me suis levée lentement, marchant vers un tiroir du vaisselier. Vous savez, mes enfants, ai-je continué, ma voix maintenant ferme et claire, vous n'étiez pas les seuls à planifier des choses ces derniers mois. J'ai sorti une épaisse enveloppe du tiroir et l'ai remise à leur avocat. S'il vous plaît, ouvrez. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos, des transcriptions d'enregistrements audio, des enregistrements de caméras, des documents bancaires. Chaque tentative de fraude sur mon compte, chaque menace voilée, chaque plan pour me mettre sous tutelle ou me prendre Bénédicte, tout était méticuleusement documenté. Mais, a bégayé Clotilde, le visage pâle. Il y a plus, ai-je dit, prenant une autre enveloppe. Maître Dubois, vous pouvez entrer. Mon avocat est entré par la porte de la cuisine, portant sa propre mallette. Derrière lui sont venus un huissier de justice et une assistante sociale, la même qu'ils avaient si souvent appelée pour m'évaluer. Les documents que vous avez essayé de me faire ? Signés aujourd'hui, ai-je poursuivi, serait la preuve finale dont nous avions besoin. Tentative de coercition d'une personne âgée, falsification de documents, harcèlement moral, la liste est longue. Maman, nous voulions juste... a tenté de plaider Antoine. Quoi ? Mon argent ? Ma maison ? Mon bébé ? Vous avez oublié une chose importante. Avant d'être votre mère, je suis une femme. Une femme qui a travaillé toute sa vie comme comptable, qui connaît chaque virgule de la loi, qui a gardé chaque reçu, chaque preuve de votre cruauté. Maître Dubois a raclé sa gorge, ouvrant sa mallette. Et il y a une autre chose que vous devez savoir. Madame Duval n'a jamais été malade. Sa tension est excellente, sa mémoire parfaite. Tout cela n'était qu'une stratégie pour prouver vos réelles intentions. Le choc sur le visage de mes 3 enfants aînés aurait été comique si ce n'était pas si triste. À partir d'aujourd'hui, ai-je continué, ma voix maintenant nouée non de faiblesse, mais d'émotion contenue, vous n'avez plus de mère. Les documents que Maître Dubois est en train de remettre sont ma décision finale. Vous recevrez seulement le minimum que la loi exige de l'héritage. Le reste, y compris cette maison, est protégé dans un fonds pour Bénédicte, administré par un conseil qui inclut Monique et Maître Dubois. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a crié Clotilde. « Je peux, et je l'ai fait. Et il y a plus. Si vous essayez de contester, tout ce matériel, j'ai pointé les enveloppes, ira directement à la justice. Je suis certaine qu'aucun de vous ne veut voir son nom impliqué dans une affaire de tentative d'escroquerie contre une personne âgée. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Bénédicte, toujours dans les bras de Monique, a éclaté d'un rire innocent, brisant la tension du moment. « Maintenant, sortez de chez moi, ai-je dit, ouvrant la porte, et ne revenez plus. » Un par un, ils sont sortis. Clotilde pleurant de rage, Antoine muet de choc, Denis traînant les pieds. Leur avocat a été le dernier, me jetant un regard qui mêlait respect et stupéfaction. Quand la porte s'est fermée, j'ai pris Bénédicte dans mes bras et je l'ai serrée fort. Les larmes ont enfin coulé librement sur mon visage, mais elles n'étaient plus de tristesse. « Nous avons réussi, mon amour, lui ai-je murmuré. Maman a réussi. » Monique s'est approchée, me serrant par les épaules. « Jeanne, tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » J'ai regardé le portrait de Bernard sur le mur, son doux sourire semblant plus lumineux que jamais. Je ne suis pas forte, Monique. Je suis juste une mère. Une mère qui a appris que l'amour véritable signifie parfois dire non. Qui a appris que l'âge ne définit pas la capacité. Qui a compris que certains liens doivent être coupés pour que d'autres puissent fleurir. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de la chambre de Bénédicte, l'observant dormir. Son petit visage serein, sa respiration tranquille, étaient toute la certitude dont j'avais besoin. « Tu sais, mon petit ange, ai-je murmuré,
Parfois la vie nous surprend. Parfois nous perdons quelque chose que nous pensions précieux pour gagner quelque chose d'encore plus précieux. Tes frères et sœurs ont choisi leur chemin, mais toi et moi, nous avons choisi l'amour. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai dormi en paix, sachant que j'avais fait le bon choix. Car au fond, ce n'est pas l'âge qui définit notre capacité d'aimer et de lutter. C'est la force de notre cœur. Et mon cœur n'avait jamais été aussi fort, aussi plein, aussi vivant.